Bonjour à tous, Romain Luscan, et donc on se retrouve pour cette deuxième conférence sur l'ORL et la chirurgie maxillofaciale. Cette conférence, elle va principalement être centrée sur l'audition et vertige, puisque c'est les principaux items qui nous manquent. Et puis on parlera également à la fin d'épistaxis, un item assez classique où on peut facilement vous glisser une ou deux questions, et de syndrome d'apnée du sommeil, où on s'intéressera au syndrome d'apnée du sommeil de l'adulte, mais également de l'enfant, et on verra les différences. Donc on commence par l'audition, et hop, avant de lancer des cas cliniques, je voulais vous faire un overview un petit peu simple sur comment réfléchir sur un dossier d'audition à l'ECN. Donc si on a une perte d'audition unilatérale à prendre en charge à l'ECN, vous savez qu'un de vos premiers réflexes, ça va être de faire ce qu'on appelle l'acoumétrie avec les tests de Weber et de Rhin. Ils vont être importants puisqu'ils vont vous permettre, l'objectif de cette acoumétrie et auquel on rajoutera l'audiométrie, on va en parler après, ça va être de séparer entre la surdité de transmission et la surdité de perception. Bien comprendre la différence entre surdité de transmission et perception, c'est essentiel pour vous à l'ECN, parce qu'à partir du moment où vous aurez fait la différence, eh bien, vous verrez qu'il y a des causes pour un côté et l'autre, et qu'on ne peut pas mélanger ces causes, et donc ça réduit très largement le champ des diagnostics pour vous à l'ECN. Donc, l'acoumétrie, le principe, c'est qu'on va utiliser un diapason et qu'on va faire vibrer ce diapason d'abord au niveau du front, c'est ce qu'on appelle le Weber, et que si le son est entendu par le patient du côté atteint, c'est donc en faveur d'une surdité de transmission. Alors, c'est pas forcément facile de s'en souvenir à l'ECN, on sait qu'on va être en stress, que ça va être compliqué, et donc pour ça, un petit moyen assez facile, qui va vous faire passer quelques secondes pour quelqu'un d'un peu bête, mais au moins vous pouvez économiser de la mémoire, c'est que vous vous bouchez une oreille, et vous pouvez le faire là devant votre écran, et que vous allez fredonner. Et donc je vois que si je bouche mon oreille, et que je crée une surdité de transmission, eh bien, tout de suite, le fait de me faire je vois que le son va se latéraliser, donc je me crée un Weber interne, je vais résonner à l'intérieur, donc même principe que le diapason, et je vois que le son va se latéraliser du côté atteint. Donc Weber, le son est entendu du côté atteint dans les surdités de transmission. Alors ok, encore une fois, il faudra le faire assez discrètement dans la salle d'examen, mais ça vous permet de vous en souvenir de façon certaine. Vous faites un propre Weber avec une surdité de transmission, et voilà. Dans les surdité de perception, le son est perçu du côté de l'oreille saine. Ensuite, la deuxième étape de l'acoumétrie, c'est ce qu'on appelle le test de Rhin. Et donc, on va faire vibrer le diapason devant l'oreille et sur la mastoïde. Et donc, on va comparer la conduction aérienne, comment l'oreille entend dans sa globalité, versus, de façon un petit peu simpliste, la conduction osseuse, et donc comment l'oreille interne entend. En gros, quand on met le son sur la mastoïde, le diapason sur la mastoïde, on envoie le son directement à l'oreille interne et on chante tout le système de transmission. Et donc, si on entend mieux en mettant le diapason sur la mastoïde, c'est donc qu'on a un problème de transmission du son à l'oreille interne. Donc, surdité de transmission versus surdité de perception. Et ensuite, ce qu'on va faire pour compléter ça, c'est ce qu'on appelle une audiométrie. Le principe, il est quasiment le même. L'objectif de l'audiométrie, c'est 1, de confirmer la perte auditive, et 2, d'en donner le type entre surdité de transmission et surdité de perception. Pour ça, 2 étapes à l'audiométrie qu'on appelle tonale dans un premier temps. Cette audiométrie tonale, on va d'abord faire écouter au patient le son dans un casque. D'accord? Et je vais vous montrer... excusez-moi, une grille d'audiométrie, voilà. Donc, on a ce type de grille, et donc on met le casque, et on va mettre donc le son, on va mettre des tonalités, des bips, entre 125, mais plutôt 250 et 8000 Hz, avec des intensités croissantes, en sachant que le 0, c'est le 0 hearing decibel level, donc on a ramené la normalité de l'oreille humaine à 0, d'accord? Et ensuite, c'est le nombre de décibels que vous devez mettre en plus pour que le patient entende. Et donc, c'est la conduction aérienne. Cette conduction aérienne, elle teste donc toute l'oreille, et donc l'oreille physiologiquement.
Si la courbe est au-delà de 20 décibels, on a donc un problème de surdité, qu'on va classer en surdité légère jusqu'à 40 décibels, modérée entre 40 et 70, sévère jusqu'à 90, et puis cophose. Au-delà de 90, on n'entend plus. Surdité profonde et cophose. Dans les conductions, enfin, cette courbe aérienne, si elle varie un petit peu en fonction si elle n'est pas la même sur les graves et les aigus, donc 250 c'est les graves et 8000 c'est les aigus, pour savoir quelle est la moyenne, bon, ce serait difficile de vous poser ça à l'ECN, on additionne les 500, 1000, 2000 et 4000 Hz et on divise par 4. Un petit peu complexe à l'ECN. Conduction aérienne, qu'on va donc comparer, ensuite on refait le même exercice, donc à droite et à gauche, et on fait le même exercice avec un vibrateur qu'on met sur la mastoïde. Et donc on obtient une conduction osseuse, en gros on envoie le son directement à l'oreille interne, encore une fois. Et si les deux courbes sont collées, c'est donc qu'on a un problème de perception du son par l'oreille interne. En revanche, si les deux courbes sont séparées, on a donc un problème de transmission du son à l'oreille interne qui entend bien. Si les deux courbes sont décalées vers le bas mais qu'elles sont séparées, on a une surdité mixte. On a et un problème de transmission et une oreille interne qui entend moins bien. Inutile pour vous d'apprendre la nomenclature internationale pour savoir quelle est la conduction aérienne, quelle est la conduction osseuse. En effet, on ne peut pas mieux entendre que ce que son oreille interne entend. D'accord ? Donc la courbe la plus haute, ce sera toujours la conduction osseuse, l'oreille interne. C'est elle qui va nous servir de référentiel pour savoir si l'oreille interne entend bien et donc s'il y a une transmission, une perception. Donc encore une fois, deux possibilités, soit les courbes sont collées, et donc un problème de perception, soit les courbes sont séparées, on n'entend pas mieux que ce que son oreille interne entend, donc c'est un problème de la conduction aérienne est en dessous et la conduction osseuse est au-dessus, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, et c'est un problème de transmission du son à l'oreille interne. Ça, c'est l'audiométrie tonale. Et donc avec ces deux éléments, l'acoumétrie et l'audiométrie tonale, vous allez pouvoir donc définir si on a un problème de surdité de transmission, problème de transmission du son à l'oreille interne, ou une surdité de perception du son par l'oreille interne. Et encore une fois, on ne repassera pas d'une catégorie à l'autre. Maintenant, si vous regardez ce schéma de l'oreille, et que on visualise ce trait, si on a une surdité de transmission, c'est donc que le problème se situe à gauche, si on a le trait ici, c'est que le problème se situe à gauche du trait. D'accord ? On a un problème de transmission du son à l'oreille interne. Et donc, assez simple, c'est soit un problème de conduit auditif, bouchon de cérumen, diagnostic le plus fréquent, lésion dans le conduit, cancer du conduit, peu probable à l'ECN, malformation du conduit, encore moins probable à l'ECN, soit on a un problème de membrane tympanique, perforation du tympan, cholestéatome, on va en reparler, soit on a un problème derrière le tympan qui empêche celui-ci de bien vibrer, otite moyenne aiguë, otite séromuqueuse, donc liquide derrière l'oreille, ou hémotympan, soit on a une otoscopie normale, et donc surdité de transmission avec une otoscopie normale, c'est encore plus simple à l'ECN, puisque le problème vient des osselets. Et là, trois possibilités. L'autospongiose, la plus fréquente, l'ankylose, l'ossification progressive de la platine de l'étrier, et donc un blocage progressif de l'étrier au niveau de sa platine, autospongiose. Et si ce n'est pas une autospongiose, il y a deux autres possibilités pour vous à l'ECN. C'est la fracture ossiculaire, on vous parlera d'un dossier de traumatisme, ou fracture ou luxation, contexte traumatique, ou la malformation ossiculaire, très peu probable à l'ECN, dossier de malformation. Donc on répète, Weber latéralisé côté atteint, à l'audiométrie, un RIN, un écart entre les deux courbes, une conduction aérienne qui est plus basse que la conduction osseuse, surdité de transmission, premier réflexe, l'autoscopie. Soit à l'autoscopie, j'ai la réponse, problème de conduit, problème de tympan, épanchement derrière le tympan, on va en reparler après, et évidemment, vous comprenez que la suite de la démarche de cet enseignement, c'est de comprendre que l'étape suivante, c'est de maîtriser l'autoscopie, ça va être essentiel, surtout dans ces nouveaux formats de CN où on peut facilement vous mettre des jolies photos, ou des moins jolies, ce qui est discutable. Soit on a une surdité de transmission
à tympan normal, et à ce moment-là, c'est donc un problème ossiculaire, malformation peu probable, luxation-fracture, autospongieuse. Ensuite, deuxième possibilité, surdité de perception. Par rapport au trait dont on parlait tout à l'heure, on se situe à droite du trait. D'accord? Et là, c'est encore plus simple, il n'y a plus que deux organes. Ça vient soit du labyrinthe et de la cochlée, soit du nerf auditif. Au niveau de la cochlée, les problèmes, c'est tous les problèmes de surdité congénitale liés à des malformations des cellules ciliées ou à des malformations des synapses, donc des problèmes génétiques, d'accord, soit des problèmes périnataux qui entraînent des surdités, comme l'ictère, comme les souffrances fétales avec l'anoxie périnatale, comme les petits poids de naissance, soit les infections materno-fétales, le CMV typiquement, les méningites, hein, rappelez-vous en postnatal, dans l'enfance et même chez l'adulte, des méningites qui vont donner des ossifications de la cochlée, donc des surdité de perception, et donc une des choses qu'il faudra toujours garder en tête quand vous prenez en charge un dossier de méningite, c'est à un moment de tester l'audition. Et puis après, autre pathologie de la cochlée, eh bien, c'est les pathologies liées à l'âge, et donc la presbyacousie, qui est évidemment la cause la plus fréquente de surdité de perception. Et enfin, les maladies d'exposition au son, et donc les maladies professionnelles liées aux expositions au son. Donc là, globalement, en quelques mots, vous avez fait le tour de tout ce qui pourrait, toutes les pathologies cochléaires qui pourraient donner des surdité de perception à l'ECN. Et puis, si ce n'est pas la cochlée, eh bien, c'est le nerf auditif. Et là, encore plus simple, il y a une pathologie globalement du nerf auditif que vous devez connaître à l'ECN, c'est le schwannome, ou neurinome, schwannome ou neurinome, de l'acoustique, ou schwannovestibulaire, ou neurinome vestibulaire ou schwannome acoustique, c'est un petit peu les mêmes termes qu'on utilise, qui sont des tumeurs bénignes de la gaine de Schwann. Et donc, cette tumeur, elle se développe autour des nerfs, du paquet acoustico-vestibulaire, du nerf 8, et dans le conduit auditif interne. Ces pathologies, ce neurinome, on va en reparler tout à l'heure, mais ça peut donner donc des atteintes du nerf, des atteintes de l'audition, des atteintes de l'équilibre et des atteintes du nerf facial de façon aiguë, répétée ou de façon progressive et chronique. C'est un petit peu le diagnostic auquel il faut toujours penser, mais qui est extrêmement rare quand on a des atteintes et de l'audition et d'équilibre et du nerf facial. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus à l'aise sur